Il parlait lentement, avec cette voix qui a traversé le temps, une voix qui n'a plus rien à prouver, et chaque mot semblait pesé par des décennies d'expérience silencieuse. Ce vieillard ne cherchait pas à impressionner, il transmettait simplement ce qu'il avait compris trop tard pour certains, mais juste à temps pour ceux qui savaient encore écouter. Il disait que la vie ne se gagne pas par hasard, ni par chance, mais par des décisions minuscules répétées avec constance, même quand personne ne regarde. Ce qu'il partageait n'avait rien de spectaculaire, et c'est précisément pour cela que c'était si puissant. Il parlait de réussite comme d'un chemin intérieur, bien plus que comme d'un résultat extérieur. Et dans ses paroles, il y avait cette certitude tranquille qui naît seulement quand on a vécu assez longtemps pour voir les illusions tomber une à une. Il expliquait que l'environnement façonne l'homme bien plus qu'on ne l'admet. Pas seulement les lieux, mais les voix que l'on laisse entrer dans son esprit, les conversations banales que l'on tolère, les habitudes émotionnelles des personnes qui nous entourent. Il disait que l'on finit toujours par ressembler à ce que l'on fréquente, même quand on pense y être immunisé. Lentement, sans jamais accuser qui que ce soit, il faisait comprendre que rester entouré de médiocrité n'est pas une malchance, mais un choix invisible répété jour après jour. Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement une lucidité presque tendre. Il rappelait que personne ne viendrait jamais nous arracher à un environnement qui nous affaiblit et que la responsabilité de protéger son esprit appartient à chacun. Puis, naturellement, il glissait vers les habitudes quotidiennes, ces gestes minuscules qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui, accumulés, deviennent une direction. Il parlait de se lever quand il serait plus confortable de rester couché, de faire ce qui doit être fait même lorsque l'envie n'est pas là, de respecter les petites promesses que l'on se fait à soi-même. Selon lui, la discipline n'était pas une punition, mais une forme de respect intérieur. Chaque fois que l'on agit malgré la résistance, on construit une relation de confiance avec soi-même. Et à l'inverse, chaque fois que l'on se trahit pour un confort immédiat, quelque chose se fragilise à l'intérieur, silencieusement. Il racontait que la plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais par accumulation de renoncements discrets. Personne ne décide consciemment de rater sa vie. Cela se fait par défaut, par lassitude, par acceptation progressive de standards toujours plus bas. Le vieillard insistait sur ce point avec douceur, comme s'il savait à quel point l'esprit humain aime se justifier. Il disait que l'excuse est l'ennemi la plus polie de la croissance personnelle, parce qu'elle se présente toujours sous des formes raisonnables. Fatigue, manque de temps, circonstances défavorables, tout cela semble légitime, et pourtant, ce sont souvent ces justifications qui maintiennent une vie entière dans l'immobilité. Dans son discours, il y avait aussi cette idée centrale que la clarté mentale est une discipline en soi. Penser clairement demande du courage, parce que cela oblige à regarder ses propres incohérences sans détour. Il expliquait que l'on ne peut pas vivre une vie alignée avec des pensées confuses, et que l'esprit encombré finit toujours par créer une existence désordonnée. Il conseillait, sans jamais donner de leçons, de réduire le bruit, d'éliminer le superflu, de choisir consciemment ce que l'on laisse nourrir son attention, car l'attention, selon lui, est la ressource la plus précieuse que l'on possède, et aussi la plus mal protégée. À travers ces mots, on comprenait que réussir sa vie ne signifiait pas être admiré, mais être en paix avec ses propres standards. Il parlait de ces règles simples qu'il avait apprises tardivement, après avoir vu des carrières s'effondrer et des vies s'épanouir pour des raisons parfois invisibles. La première de ces règles se devinait dans chaque phrase, faire toujours de son mieux, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Pas pour la reconnaissance, mais pour l'intégrité intérieure. La seconde se dessinait dans son insistance sur la responsabilité personnelle, refuser de se définir comme une victime, comprendre que même quand tout n'est pas de notre faute, tout reste de notre responsabilité. Et la troisième apparaissait dans sa manière de parler du caractère, ce socle silencieux qui soutient chaque décision quand l'émotion disparaît. Il n'élevait jamais la voix, et pourtant chaque phrase résonnait comme un rappel profond. Il faisait comprendre que la vie ne devient pas plus simple, mais que l'on peut devenir plus solide, que la confiance en soi ne naît pas des compliments, mais de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il disait que l'on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour vivre une vie remarquable, seulement d'être constant dans ce qui compte vraiment. À mesure que ses paroles s'écoulaient, on sentait une invitation implicite à rester proche de ce type de réflexion, à continuer d'écouter des voix qui ne flattent pas mais qui élève, comme si suivre régulièrement ce genre de message permettait de garder le cap dans un monde qui pousse sans cesse à la dispersion. Il ne cherchait pas à convaincre, il partageait, et c'est précisément cette absence de pression qui rendait son discours si marquant. Il terminait en rappelant que le temps est impartial. Il récompense ce qui est répété et ignore les intentions non suivies d'actes. Chaque jour est un vote silencieux pour la personne que l'on devient. Et ces votes s'accumulent, que l'on en soit conscient ou non. Le vieillard souriait légèrement, comme quelqu'un qui a enfin compris que la sagesse n'est pas dans la complexité, mais dans l'application fidèle de principes simples. Et dans ce sourire, il y avait une promesse silencieuse, celle que changer de direction reste toujours possible tant que l'on accepte de prendre pleinement la responsabilité
de sa trajectoire et de rester fidèle à ce genre de pensées qui nourrissent l'esprit plutôt que l'ego. Le silence qui suivait ces paroles semblait presque faire partie du discours, comme si ce qu'il venait de transmettre avait besoin d'espace pour s'ancrer. Il reprenait ensuite, sans changer de rythme, en parlant de ces choix invisibles que personne n'applaudit jamais. Il disait que la vie se joue rarement dans les grands moments spectaculaires, mais dans des décisions banales prises quand l'émotion est absente. Choisir de rester droit quand il serait plus simple de céder. Choisir de travailler quand l'excuse est facile. Choisir de dire non quand tout pousse à dire oui. Selon lui, ce sont ces choix silencieux qui construisent le caractère, et le caractère finit toujours par décider du destin. Il insistait sur le fait que beaucoup attendent d'être motivés pour agir, alors que la motivation est une conséquence, jamais un point de départ. Il expliquait que l'action précède toujours la clarté. En avançant, même sans certitude, l'esprit s'organise. En restant immobile, il se trouble. Il parlait de cette illusion moderne qui consiste à croire qu'il faut se sentir prêt avant de commencer. Lui affirmait calmement que l'on ne se sent presque jamais prêt pour ce qui compte vraiment, et que c'est précisément pour cela que ces choses ont de la valeur. Dans sa manière de raconter, on sentait qu'il avait vu trop de potentiel se dissoudre dans l'attente. Il disait que remettre à plus tard est une forme douce d'abandon, pas brutale, pas dramatique, mais progressive. Jour après jour, l'enthousiasme se transforme en nostalgie, puis en regret discret. Il ne condamnait personne, il décrivait simplement ce mécanisme avec une précision presque chirurgicale. Et dans cette description, chacun pouvait reconnaître quelque chose de familier sans jamais se sentir attaqué. Il revenait souvent à cette idée de responsabilité personnelle, non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Tant que l'on attribue sa situation aux autres, au passé ou aux circonstances, on reste prisonnier. Le jour où l'on accepte que sa vie est le résultat de ses choix, même imparfaits, une porte s'ouvre. Cette acceptation ne nie pas les injustices, elle redonne simplement le pouvoir d'agir. Il disait que prendre la responsabilité de sa vie, c'est arrêter d'attendre une permission qui ne viendra jamais. Il parlait aussi de l'influence du regard des autres, de ce besoin constant d'approbation qui détourne l'énergie. Selon lui, chercher à plaire est l'une des plus grandes sources de fatigue intérieure. On finit par vivre une vie ajustée aux attentes extérieures plutôt qu'à ses propres valeurs. Il expliquait que la paix intérieure commence le jour où l'on accepte d'être incompris par ceux qui ne vivent pas selon les mêmes principes. Ce n'était pas une invitation à l'arrogance, mais à l'alignement. La discipline intérieure revenait encore, comme un fil conducteur. Il disait qu'elle ne se voit pas, qu'elle ne se revendique pas, mais qu'elle transforme tout. Elle se manifeste dans la manière de gérer ses pensées quand personne n'écoute, dans la capacité à revenir à l'essentiel quand l'esprit s'éparpille, dans le choix de la cohérence plutôt que de la facilité. Il expliquait que la vraie discipline n'est pas rigide, elle est fidèle, fidèle à ce que l'on sait être juste, même quand l'envie fluctue. À travers ces mots, on comprenait que la clarté mentale est un entraînement quotidien. Éliminer les distractions inutiles, limiter les influences négatives, choisir avec soin ce que l'on consomme mentalement. Il disait que l'esprit absorbe tout, qu'il le veuille ou non, et qu'il finit toujours par produire ce qu'on lui donne le plus souvent. Nourrir son esprit de réflexion profonde plutôt que de bruit constant devient alors un acte de protection personnelle. Rester connecté à ce type de message, à cette forme de sagesse calme, permet de maintenir un cap intérieur stable dans un monde instable. Il évoquait ensuite le temps, non plus comme un ennemi, mais comme un allié pour ceux qui savent l'utiliser. Les petits efforts répétés deviennent inarrêtables avec le temps. À l'inverse, les petits abandons répétés deviennent irréversibles. Il expliquait que le temps ne transforme rien par magie. Il amplifie simplement ce que l'on fait déjà. Cette vision change tout, car elle redonne de l'importance à chaque journée, même à celles qui semblent ordinaires. Il parlait enfin de l'identité, de cette histoire que l'on se raconte sur soi-même. Il disait que beaucoup restent enfermés dans des rôles qu'ils ont acceptés trop tôt. L'élève moyen, l'employé discret, la personne qui n'a pas de chance. Selon lui, ces étiquettes deviennent des limites invisibles tant qu'on ne les remet pas en question. Changer sa vie commence souvent par changer la manière dont on se définit intérieurement, sans en faire un spectacle, simplement en agissant différemment. Son discours avançait ainsi, sans brusquer, mais sans jamais flatter. Il ne promettait pas une transformation rapide. Il parlait d'une évolution solide, une vie construite sur des principes simples, appliqués avec constance. Il rappelait que personne ne viendrait jamais sauver qui que ce soit, mais que chacun peut se sauver lui-même en choisissant chaque jour un peu plus de discipline, un peu plus de clarté, un peu plus de responsabilité. Et dans cette continuité naturelle, on sentait que tout ce qu'il disait préparait quelque chose de plus profond encore, comme si ces règles n'étaient pas seulement des conseils, mais les fondations silencieuses d'une vie réellement réussie, une réussite qui ne dépend ni de l'âge, ni du statut, mais uniquement de la fidélité à ce que l'on sait être juste, jour après jour.
Il poursuivait avec cette même sobriété, en laissant entendre que tout ce qu'il venait de dire n'avait de valeur que s'il était incarné. Les idées seules ne transforment rien. Elles deviennent utiles uniquement lorsqu'elles se traduisent en comportements concrets, discrets, presque invisibles. Il disait que la plupart des gens savent déjà ce qu'ils devraient faire, mais que peu acceptent de vivre en accord avec ce savoir. Ce décalage, selon lui, est à l'origine de beaucoup de frustrations silencieuses. On ne souffre pas tant de ce que l'on ignore que de ce que l'on sait et que l'on n'applique pas. Il parlait alors de la constance, cette qualité rarement célébrée, parce qu'elle ne brille pas. Être constant n'impressionne personne sur le moment. Il n'y a pas d'applaudissement pour celui qui tient ses engagements un jour de plus, pour celui qui répète un effort quand l'enthousiasme est retombé. Pourtant, il affirmait que la constance finit toujours par créer une forme de respect, d'abord intérieur, puis extérieur. On commence par se respecter soi-même, et ce respect devient une force tranquille qui se ressent sans être proclamée. Dans ses paroles, on comprenait que la confiance véritable ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à agir malgré elle. Il disait que le courage n'est pas un trait de personnalité, mais une habitude. Chaque fois que l'on choisit d'avancer au lieu de fuir, on renforce ce muscle intérieur. Et chaque fois que l'on évite, on l'affaiblit. Avec le temps, ces choix répétés dessinent une manière d'être au monde, soit ferme et stable, soit hésitante et dépendante. Il revenait aussi sur l'idée de comparaison, qu'il considérait comme un piège subtil. Se comparer aux autres détourne l'attention de l'essentiel, sa propre trajectoire. Il expliquait que chacun part d'un point différent, avec des contraintes différentes, et que mesurer sa valeur à l'aune des résultats d'autrui est une perte d'énergie. La seule comparaison valable selon lui est celle entre ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on était hier. Tout le reste n'est que distraction. Il évoquait la notion de standard personnel, ces règles non négociables que l'on s'impose à soi-même. Il disait que la qualité d'une vie est directement liée à la qualité de ses standards, ce que l'on accepte, ce que l'on tolère, ce que l'on laisse passer sans réagir. Relever ces standards n'est pas une question d'ego, mais de respect de soi. Et ce relèvement commence souvent par de petites décisions, comme refuser de se mentir, refuser de faire semblant, refuser de s'abandonner à la facilité quand on sait pouvoir faire mieux. Il parlait également de la patience, non pas comme d'une attente passive, mais comme d'une confiance active dans le processus. Les résultats durables prennent du temps, et ceux qui cherchent des raccourcis finissent presque toujours par revenir au point de départ, parfois plus fatigués qu'avant. Il disait que la patience est plus facile à accepter quand on a des principes clairs, car on sait pourquoi on avance, même quand on ne voit pas encore les fruits. Vers la fin de son discours, sa voix semblait encore plus posée, comme si tout se rassemblait naturellement. Il rappelait que réussir sa vie ne signifie pas accumuler, mais devenir. Devenir quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui tient parole, même quand c'est inconfortable, quelqu'un qui reste fidèle à ses valeurs, même quand elles ne sont pas populaires. Cette forme de réussite ne dépend pas des circonstances, et c'est ce qui la rend accessible à tous. Il laissait entendre que personne n'est jamais trop jeune pour commencer à vivre selon ses principes, ni trop vieux pour changer de direction. Tant que l'on respire, on peut ajuster sa trajectoire. Chaque journée offre une nouvelle occasion de faire un choix légèrement meilleur que la veille, et ces ajustements, aussi modestes soient-ils, finissent par transformer profondément une existence. Il terminait sans emphase, presque comme une confidence. La vie, disait-il, est simple, mais elle n'est pas facile. Ceux qui l'acceptent telle qu'elle est, sans chercher d'excuses ni de raccourcis, finissent par développer une force intérieure que rien ne peut leur enlever. Cette force ne se voit pas immédiatement, mais elle se ressent dans la manière de marcher, de parler, de décider. Elle est le résultat direct de principes simples, appliqués avec sincérité. Et lorsqu'il se taisait, il restait cette impression durable, comme une trace laissée dans l'esprit. L'impression que tout peut changer, non pas d'un coup, mais à partir d'aujourd'hui, par des choix silencieux, assumés, répétés. Une vie réussie ne se proclame pas, elle se construit, lentement, consciemment, avec discipline, clarté et responsabilité. Et ceux qui intègrent réellement ces règles découvrent que la transformation qu'ils cherchaient à l'extérieur était, depuis le début, entre leurs propres mains.